C'est bon. Bon, désolé pour ce contretemps. Mes slides sont rognés, donc on va essayer de faire au mieux. Bonjour à tous. Alors, qui est là pour le buzzword bingo? Il ne sait pas ce que c'est que gRPC? Ok, il y en a pas mal. Qui connaît déjà gRPC? Un peu touché, connaît un peu, a touché? Ok, nickel. Bon, voilà, donc c'est 50-50. Nous allons donc parler aujourd'hui de gRPC et de son utilisation dans un microservice. Et comme je suis fan de Go, je vous ai ramené ma mascotte, je vais vous faire un cas d'application avec Go pour gRPC. Ok, donc je me présente, je travaille chez Sphere. J'ai 12 ans de Java derrière moi, 3 ans de Go, vélo taffeur, ce qui fait de moi le speaker zéro empreinte carbone aujourd'hui. Et j'aime beaucoup le ROM aussi, donc ça va être le cas d'application de mon talk. Je vais vous expliquer vite fait, mais sans trop apesantir, sur les communications TCP/IP, d'où est venue l'idée de gRPC. Donc on reprend quelques bases. On va faire un peu de théorie sur gRPC. Un petit cas pratique, avec l'IDE, on va essayer de lancer un petit programme gRPC, de faire causer un client, un serveur. Et puis, on fera une petite conclusion à la fin. Alors, c'est mangé. Il y avait un super nuage de points. C'était gRPC en gros. En informatique, on a tous, quand on a eu un PC, on a tous, la première chose qu'on a cherché à faire, c'est les mettre en réseau et jouer. On est tous gamers. Donc, en informatique, tout est une histoire de communication et de réseau. Et on a cherché à communiquer d'une bonne façon, d'une façon simplifiée entre nos programmes depuis belle lurette. Les clients, les serveurs, le back, le front, tout ça, c'est une grande histoire d'amour. Donc on a deux types de connexions, de communication en informatique. Les modes non connectés, donc c'est l'UDP, c'est la bouteille à la mer. J'envoie un message, et si à l'autre bout, quelqu'un veut bien m'entendre, eh ben, il prendra mon message, mais je n'ai aucune garantie qu'en face, le message est bien réceptionné par quelqu'un. Et il y a l'autre partie, qui se voit à peu près, c'était c'est le mode connecté. Donc en mode connecté, on connaît son interlocuteur, on a un lien direct entre son client et son serveur, et tout message qui part est censé être reçu, sinon on aura une erreur comme quoi le message n'est pas reçu. Donc là, c'est pour la base. OSI, mon amour. Alors, ce n'est pas le modèle OSI en entier. C'est plutôt un focus sur la couche TCP/IP. Donc, vous allez avoir la couche physique. C'est votre câble réseau, votre fibre, etc. Au-dessus, on a construit Ethernet, les IP, les ports pour pouvoir communiquer entre machines, et une couche application. Et c'est à ce niveau-là qu'on va se situer aujourd'hui. Voilà, faire du SSH, on peut faire plein de choses pour faire communiquer des machines entre elles. Et donc vos programmes se situent sur cette couche-là, qui est notre couche application, et c'est celle qu'on va essayer sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Et gRPC arrive dans ce cadre-là. Bon, encore une fois, je ne vais pas m'appesantir. Une socket. Pour créer une socket, la socket va se mettre sur une IP, un port. Ça, c'est ce que vous faites tous, ce que vous connaissez. Et elle va se mettre en attente de ses clients. Donc, ma socket serveur, elle est ouverte, elle est en attente de son client. Le client arrive. Si on a bindé sur le bon port et la bonne IP, les deux ouvrent un tuyau de communication privilégié et vont pouvoir commencer à échanger de la donnée dans un sens et dans l'autre, entre son client et son serveur. Et si on a de la chance, on pourra même le faire en même temps. Et lorsque notre communication est terminée, on ferme sa socket des deux côtés et chacun repart comme il est venu. Donc ça, c'est ce qui régit toutes les communications, HTTP, tous les services, tout ce que vous développez. Une fois que le tuyau est ouvert, il va falloir je recommence. Une fois que le tuyau est ouvert, il faut passer des bits sur le fil. Et pour ça, on définit des messages au travers de nos sockets.
Donc ici, on peut imaginer, on veut faire circuler une liste de villes avec leur nom, leur nombre d'habitants et leur position latitude-longitude sur le réseau. On va être obligé de découper chacun de ces attributs pour arriver à faire passer les informations entre son client et son serveur. Mais pour que ça marche, il faut connaître par avance la taille du message qu'il faut décoder. Si jamais on veut faire évoluer ce message pour rajouter un champ, on se rend bien compte que le client et les serveurs vont devoir se mettre d'accord pour connaître la nouvelle topologie de message, pour savoir que tiens, il y a un champ en plus. Donc la série d'octets que j'ai lu là, ce n'est plus la latitude, c'est par exemple une densité de population, etc. Donc je vais être obligé de faire, dès que je modifie quelque chose sur ce type de message-là, très bas niveau, les clients, les serveurs, tout le monde doit être mis à jour, parce que sinon la communication ne se fait plus. Et là, c'est là que le bas blesse. Donc on a des systèmes distribués. On n'est pas forcément maître des clients, de ses clients. S'il faut à chaque fois changer tout ça, ça va vite être compliqué. Donc dans l'historique, on a essayé de simplifier ces communications. Donc début du web, HTTP, plus orienté fichier, des verbes simples, on arrive à faire du get, du post, et à faire communiquer des clients, des serveurs via HTTP. Ensuite, on s'est dit, bon, on pourrait faire un truc un peu plus facile d'utilisation, et c'est là que sont nés les RPC. RPC, ça veut dire Remote Procedure Call. Donc, vous allez appeler un service distant comme s'il était sur votre machine de manière transparente. Corba en est une des premières implémentations de ces RPC qui fonctionne très bien, mais la spec était tellement compliquée et sa mise en œuvre tellement compliquée également que ça n'a pas été hyper adopté. 97 Java se dit bah, je vais aussi faire mon RPC et lance RMI. Alors là c'est très bien, par contre on pouvait faire que du Java et du Java. Donc si vous avez des systèmes un peu hétérogènes avec des technos différentes, avec RMI, vous étiez bien embêtés. 99, ils ont réitéré, les EJB, on en a tous mangé. Même combat. Et là, bon, on va peut-être retenter l'expérience du HTTP, du web, et arriver SOAP. Et pareil, sur le principe, très intéressant. XML Everywhere, c'était le grand leitmotiv de l'époque, de la config XML à gogo, mais que du post, difficile à cacher, donc pas mal de difficultés de perf et compliqué quand même à mettre en œuvre. Et en 2000, et on s'est tous jetés dessus depuis, est né REST, qui utilise à fond l'HTTP, tous les verbes, les URL, du JSON, tout le monde sait faire du JSON dans tous les langages, et c'est devenu notre moyen de communication machine-to-machine privilégié ces dernières années. Et en 2008, Google, comme à son habitude, avait un petit truc en interne qui lui permettait de communiquer de serveur à serveur de manière assez efficace. Et ils ont voulu l'open sourcer, mais c'était tellement gros qu'ils l'ont fait en 2 étapes. Donc en 2008, la première chose qu'ils ont sorti, c'est Protocol Buffer. Protocol Buffer va vous permettre de faire passer sur la ligne entre votre client et votre serveur des messages, mais en optimisant vraiment à l'octet près ce qui doit circuler sur la ligne. Et en 2009, Facebook a lancé Thrift, un peu sur le même principe, avec des IDL, donc un fichier de description de langage qu'on va pouvoir compiler dans différents langages et pour faire communiquer du coup des technos et des services dans des langages différents. Donc c'était assez intéressant. Pareil, à sa sortie, l'implémentation pêchait un peu. Et c'est là qu'on arrive en 2015, deuxième phase pour Google. Une fois que Protocol Buffer était présent, ils ont décidé d'open sourcer gRPC, qui est leur propre RPC, donc Remote Procedure Call, pour faire communiquer du machine to machine. Et c'est la raison de ce talk aujourd'hui. Donc gRPC.
gRPC, c'est un framework de RPC, donc Remote Procedure Call. Donc, je vous le disais tout à l'heure, vous allez appeler une méthode sur un service, et au lieu de s'exécuter sur la machine sur laquelle vous êtes, ce service peut être à des centaines de kilomètres de là où vous l'avez appelé. Pour passer sur la ligne, pour être optimisé, il va utiliser du protocole buffer pour ne faire passer sur la ligne que les octets nécessaires. Et il s'appuie sur un IDL. Donc on va avoir un fichier pivot qui va décrire en fait les services. Et avec ce fichier pivot, vous allez pouvoir le compiler pour du Go, pour du Java, pour du Ruby. Vous allez pouvoir le compiler pour plein de langages différents. Et ensuite, vous allez pouvoir faire communiquer justement ces services écrits dans des langages différents de manière assez simplifiée. Et depuis l'année dernière, au même titre que Kubernetes par exemple, gRPC est incubé par la Cloud Native Foundation, donc, qui est l'organisme qui rassemble un peu toutes les initiatives open source autour du cloud computing. gRPC, comment ça fonctionne? Donc, ce que je vous disais, on a par exemple un service écrit en C++ qui va pouvoir venir communiquer avec un client en Ruby, en Go, même en Android. On a des supports natifs pour Android. Et du coup, vous faites une demande sur une méthode, dis-moi bonjour, et j'ai ma réponse, hello. Et d'un point de vue du client, c'est comme s'il avait exécuté cette méthode en local, mais c'est bien le serveur, il y a bien eu un échange réseau transparent pour lui au niveau du stub gRPC à ce niveau-là. Alors, je vous parlais d'IDL. À quoi ça ressemble un IDL? Donc, l'IDL, voilà. Là, il est décomposé en trois parties. La première partie, c'est lisible dans le fond, à peu près. La première partie qui va définir un peu les packages. Donc, on peut organiser en fait ces IDL en packages, importer des définitions dans d'autres fichiers, etc. Donc, la partie qui nous intéresse ici, c'est la définition de service. Donc, on va définir une remote procedure call. Donc, on a une première méthode qui va être create spirit, update, delete, search. Donc, on va pouvoir définir la liste des méthodes qu'on veut appeler avec leur signature. Donc, elle prend en paramètre une spirit creation request. Elle va vous retourner une spirit creation réponse. Donc, à chaque fois, on a ces définitions. Je ne vais pas m'appesantir et en plus on ne le voit pas. Là, c'est un objet simple, mais il y a un mot-clé qui s'appelle stream. Donc on peut aussi répondre à un flux de réponses. Donc au lieu d'avoir juste un objet, on peut balancer sur le tuyau toute une liste de réponses, ce qui est utile quand on fait de la recherche. On peut faire de la pagination derrière. Donc ça peut être assez intéressant dans des systèmes qui doivent échanger beaucoup de données. Et la dernière partie, c'est les messages en tant que tels. Donc on va dire, j'ai un message qui décrit un spiritueux. Je vous avais dit que j'aimais le rhum. Avec un ID, un nom, un distilleur, un embouteilleur, une date de mise en bouteille. Et à côté, on voit qu'on a numéroté les attributs. Ça, c'est quelque chose de très important. Grâce à cette numérotation d'attributs, on va pouvoir en supprimer, en ajouter. Et les clients, les serveurs, dans des versions différentes, vont pouvoir continuer de causer ensemble, même si des attributs ont disparu ou d'autres ont été ajoutés. Ça va être l'objet de la démo. Donc gRPC, c'est open source. Vous pouvez contribuer. C'est distribué sous Apache 2. Ça utilise du HTTP2, qui est la nouvelle norme HTTP au format binaire. Donc on va bénéficier de tout ce qui est HTTP2 en termes de routage, etc. Donc on va quand même être compatible au niveau des équipements réseau, ce qui est quand même une force à ce niveau-là. Ça utilise protocole buffer pour communiquer, mais vous pourrez passer vous-même votre serialiseur, mais par défaut c'est du protocole buffer. Et vous pourrez faire du streaming bidirectionnel. Donc client et serveur vont pouvoir se parler en même temps sur la ligne pour échanger des données. Et dans les environnements réseau difficiles, on va voir, il y a toute une gestion des erreurs qui est mise en place qui est intéressante. Et c'est supporté par plus de 10 langages. Donc là, je vais vous faire la démo en Go, mais sachez que si vous avez des systèmes un peu hétérogènes, vous arriverez à faire communiquer, grâce à Protocol Buffer, tous ces systèmes. Chose intéressante, on peut rajouter des plugins à gRPC.
pour faire du login, de la validation, de l'authentification, du rate limiting, mettre en place des politiques de retry. Si vous avez des réseaux un peu difficiles, vous pouvez demander à gRPC de retenter X fois la communication avant que ça s'arrête. Et en cas d'erreur, vous pouvez même faire du recovery et donc de la gestion d'erreurs assez fine. Donc là, c'est un exemple, mais qui est coupé. Comment rajouter un plugin de retry? On va juste dire gRPC, ouvre-moi la connexion et installe-moi mon plugin de retry. Et ensuite, on va pouvoir faire le boulot avec ça. gRPC, on parlait d'environnement distribué où il y a de la charge, permet de faire du load balancing côté client. Donc c'est encore un peu plus balbutiant, ce n'était pas une des features principales de gRPC au départ. Mais vous pouvez donner une liste de serveurs gRPC à votre client et il va pouvoir faire du load balancing au travers des différentes instances. Donc ça, c'est aussi intéressant. Tous les proxys récents se sont mis à HTTP2. Donc dès que vous avez un proxy ou un reverse proxy qui permet de faire du HTTP2, vous allez pouvoir lui passer du gRPC. Ce qui est le cas depuis quelques semaines maintenant avec Nginx, les dernières versions d'Nginx, Trafic, etc. Du streaming bidirectionnel et surtout gRPC met l'accent sur la sécurité. Donc par défaut, vous êtes obligé de sécuriser en TLS votre communication gRPC avec un certificat. Sinon, on va le voir dans la démo, il faut explicitement demander à faire du non-sécure. La pratique. Alors, j'ai un client, un serveur. Est-ce que... Alors, ça dépasse un peu. On va réduire. Donc, la première chose à faire pour faire du gRPC, ça va être d'installer Protocol Buffer. Donc, vous installez Protocol Buffer, le compilateur Protocol Buffer pour votre système préféré. Que ce soit du Windows, du Linux, etc. C'est dispo. Ensuite, nous, on veut faire du Go. Donc, on va installer le plugin Go de Protocol Buffer, ce qui va nous permettre de sortir du code Go quand on va compiler notre fichier IDL. Et la dernière partie, c'est qu'on veut faire du gRPC. Donc, on a un troisième plugin à installer qui va être le plugin gRPC Go. Et donc, une fois qu'on a installé ces trois éléments, on est parti et on peut commencer à faire du gRPC. La première phase, c'est la définition des services. Donc, je vous en ai montré un exemple tout à l'heure. C'est assez gros. Donc, on a défini notre Spirit Service avec ses différentes méthodes. Je vous le montre. Là, on a le mot-clé spécial stream. Au passage, vous voyez qu'on a la coloration syntaxique dans IntelliJ des fichiers .proto, qui est l'extension en fait, des fichiers protocol buffer, des IDL de protocol buffer. On a un message qui correspond à un spiritueux, avec la liste d'attributs que je vous ai montré tout à l'heure, mais en version un peu plus light. Et surtout, on peut même définir des énumérés. Donc on va avoir un énuméré, donc la valeur 0, c'est non spécifié, du rhum, du vin, du whisky. Non, je ne suis pas alcoolique. Et on continue là-dessus. Et à la fin, par exemple, la date de mise en bouteille, j'ai mis un IN64, histoire de mettre un timestamp. Mais Google vient avec ses propres types élémentaires. Donc vous allez pouvoir faire des includes dans vos fichiers IDL de type élémentaire qui correspondent à un timestamp ou des choses un peu plus évoluées. Et ensuite, on n'a plus qu'à dire que mon message de création request, il contient un objet spirit et l'attribut c'est le numéro 1. Voilà, donc j'ai fait la même chose pour tous les autres. Pour la recherche, je vous ai dit qu'on pouvait streamer la recherche. Et en plus, on peut dire qu'un message est composé d'une répétition de messages. Donc on peut dire que dans une réponse, je vais mettre par exemple 10 spiritueux. Et donc là, on peut mettre des annotations pour faire de la limitation du nombre d'attributs qu'on veut répéter, etc. Donc on peut composer en fait, les messages comme bon nous semble et commencer à échanger entre client et serveur. Mon client, à quoi ressemble mon client?
Après, il faut lire la syntaxe de Go, mais ça, c'est autre chose. Donc, j'ai décidé, moi, de me connecter mon serveur sur le port 5051. J'ai toutes les librairies gRPC à ma disposition pour bosser là-dessus. Donc, je vais faire un dial. Donc, je vais ouvrir une connexion vers mon serveur avec l'adresse donnée. Comme je veux le faire de manière non sécurisée, eh ben, je vais le mettre ici. Et on peut mettre des politiques de retry de connexion. Donc, si notre serveur n'est pas présent, se déconnecte, on va pouvoir dire ben, reconnecte-toi. La première fois, il va tenter de se connecter au bout d'une seconde, ensuite 2 secondes. Il va laisser un peu de temps jusqu'à arriver à 5 secondes. Par défaut, je crois que c'est 2 minutes. C'était un peu long pour le cadre de ma démo, donc j'ai raccourci à 5 secondes. Et une fois qu'on a notre connexion, on n'a plus qu'à créer notre client gRPC en lui passant cette connexion. Et ensuite, rouler jeunesse, on va directement pouvoir appeler, depuis notre client, create a spirit. On lui passe l'objet à créer ici. Et on attend 1 seconde, et on fait ça dans une boucle infinie, c'est pour les besoins de la démo. Donc, protocole. Dans le protocole, est-ce que c'est lisible Bon, vous ne voyez pas le bout, mais est-ce que quand je fais un ls, là, vous voyez bien? Donc, il y a deux fichiers là-dedans. Il y a un proto.go. Comme je suis un fou, je vais supprimer le spirit.pb.go. C'est le fichier qu'a généré le compilateur. Et on va se le recompiler. Pour le recompiler, donc, on a une commande protoc. En gros, on appelle la commande protoc, on lui dit qu'on veut faire du Go, et ça n'apparaît pas. Je vais vous la mettre en dessous. Est-ce que je peux décaler comme ça? Non. On peut faire ça. Bon. Là, je l'ai recompilé. Et donc, on a notre fichier pb.go qui a bien été généré. Ce fichier pb.go, il fait pas loin de 500 lignes quand même. Et il va définir toutes les méthodes qu'on va pouvoir utiliser. Et notamment, il y a une interface Spirit Server. Donc ça, c'est l'interface que va devoir implémenter notre serveur. Donc quand vous allez appeler le create au côté client, c'est côté serveur, ce create qui va être appelé. Et donc dans l'implémentation de ce create spirit, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets une petite ligne de log, je récupère le spirit, je lui mets un ID parce qu'il n'en avait pas, je recrée une réponse. Là, j'ai mis un temps de pause aléatoire. Je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça. Donc, je crée mon spiritueux et j'ai juste à retourner la réponse. Donc, au niveau de mon serveur, j'ai juste une interface à implémenter, à retourner un objet, et ça se fait tout seul. Donc, je n'ai pas à m'occuper d'établir la connexion, etc. Ça va être fait dans mon main. On est d'accord? Le micro, il déconne? Allez. Derrière, mon serveur, je lui dis, tu te lances, tu te mets à servir des connexions gRPC sur la connexion que j'ai créée plus haut. Et maintenant, vous êtes impatient de savoir si ça va marcher. Moi aussi, mais avec moi, ça devrait le faire. Je retourne dans le client. Go run client.go. Donc là, j'ai lancé mon client, mais mon serveur n'est pas encore lancé. Donc j'ai des messages d'erreur, étant donné que mon client n'est pas encore présent. Et là, magie du direct, je vais lancer mon serveur. On devrait attendre maximum 5 secondes. Et pan, voilà. On y est. Je vais arrêter le défilement qu'on puisse voir 2 minutes ce qui se passe. Voilà. Donc, on a les échanges entre le client et le serveur. J'ai dit arrête-toi. Et on a le toString. Bonjour, j'ai un spiritueux qui a été créé avec tel ID, qui vient de France, Nord-Pas-de-Calais, qui contient du malt et du houblon. Et Hello Beer Drinkers. Voilà. Donc, on a notre message.
Et de temps en temps, vous allez voir un petit message d'erreur. Voilà, elle est là. Deadline exceeded. Là, voilà, à cette ligne-là. Could not create RPC error. Deadline exceeded. En fait, j'ai pu définir dans mon code de mon client que pour appeler la création de spiritueux, je lui ai mis un timeout de 100 millisecondes. Donc si au bout de 100 millisecondes, mon serveur ne m'a pas répondu, ça passe à la trappe, on ne passe pas plus de temps. Donc quand vous avez des environnements temps réel où vous avez besoin de temps de réponse rapide, c'est intéressant. Et comme sur mon serveur, toutes les 10 requêtes, je m'endors pendant 250 millisecondes, c'est pour ça qu'on a notre deadline. Donc ça, c'est déjà la première chose. La connexion client-serveur, ça fonctionne, je peux l'arrêter, ça reprend. Ouais. Maintenant, parce qu'on est des dingues, je vais rajouter des choses dans mon IDL. Je vais arrêter mon serveur. Donc mon client, lui, il continue de tourner et il commence à partir en erreur. Okay, je vais rajouter un int64 parce que j'ai beaucoup de bouteilles de rhum chez moi. Et ça va être mon stock. Et le stock va prendre l'attribut 13. Si j'arrête ma dyslexie. Voilà. Et en plus, ben, la région et le pays, c'est un peu redondant. Donc je vais virer la région parce que j'en ai pas besoin. Je vais retourner dans mon protocole. Je vais recompiler tout ça. Alors, côté serveur, ça compile toujours, pas de problème. Je retourne dans mon serveur et go run de mon serveur.go. Et c'est reparti comme en 40. Et vous voyez que le champ a disparu, le champ pays, on n'a plus que le country, et on n'a plus, comme on l'avait tout à l'heure, la région. On peut même aller plus loin, c'est qu'au niveau de notre serveur, on va rajouter un stock par défaut. Donc, spirit.stock. Par défaut, moi j'achète les bières par 12 ou par 16 même. Allez, par 16. Je recompile. Non, j'ai pas besoin de recompiler parce que mon protocole n'a pas changé, excusez-moi. C'est des serveurs, voilà. Et je vais pouvoir relancer mon serveur. Voilà. Donc là, j'envoie un attribut que mon client ne connaît pas, mais ça, déjà, ça ne le gêne pas plus que ça, ce qui est plutôt déjà pas mal. J'ai supprimé, rajouté des champs et mon client continue de fonctionner. Maintenant, je vais arrêter mon client. Effectivement, là, j'ai supprimé un champ. Donc, dans mon IDL, la région a disparu. Donc, je peux virer ce champ-là. Je le relance. Et il est reparti. Et vous voyez qu'on a bien un stock de 16 par défaut qui est renseigné ici. Donc j'ai pu faire évoluer mon client et mon serveur dans des versions de protocoles différentes en modifiant la façon dont les deux communiquent. Et j'ai pu le faire en live sans avoir à tout éteindre en même temps, ce qui est plutôt intéressant ici. J'aurais pu rajouter des méthodes aussi, et si mon client avait appelé une méthode qui n'était pas implémentée sur mon serveur, il aurait eu une erreur, comme quoi ça n'a pas encore été implémenté. Donc,
on peut, grâce à gRPC, faire avancer... On peut, grâce à gRPC, faire évoluer, là où souvent c'est un casse-tête dans les API, on est obligé de versionner les URL, etc. Dans des protocoles très bas niveau, quand on change un message, plus personne ne peut communiquer. Donc là, ce que va vous permettre gRPC, c'est de faire évoluer tranquillement vos IDL et vos communications sans avoir à faire une révolution à chaque changement de version de vos services. Et c'est binaire, donc il n'y a vraiment que ce qu'il faut qui transite sur la ligne. Donc c'est plutôt intéressant et très performant. Pour vous montrer la recherche, je vous disais, tous les autres renvoient une réponse. La recherche, elle a un objet réponse. Et dans cet objet réponse, là je ne l'ai pas implémenté, mais dans cet objet réponse, on a directement une méthode d'envoi. Donc, tant qu'on est dans l'appel du search spirit, on va pouvoir, si on a 50, 100, 1000 résultats, pouvoir appeler ce send sur cette méthode send. Et mon client, de l'autre côté, il ne va pas devoir faire une centaine d'appels pour avoir le résultat de sa requête. On va lui streamer le résultat de sa requête en live. Et quand ça sera terminé, on a un petit end of file à envoyer. On termine la connexion. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut streamer. Et on peut streamer dans les deux sens. C'est que ma request pourrait être aussi un stream. Donc, vous pourrez envoyer en amont au serveur des demandes de données. Et le serveur pourrait streamer la réponse en temps réel. Voilà. Donc ça, c'est pour la facilité d'échange et la robustesse est toujours faire du streaming, par exemple, avec de l'HTTP et du REST, c'est quand même assez compliqué. Alors, on va faire des WebSockets, on va faire des choses. Et là, c'est natif dans le langage. Donc, c'est ce que je vous ai montré. On a une gestion des erreurs assez fine. On va pouvoir gérer facilement son cycle de vie des versions. C'est optimisé sur la ligne. Donc, avec les IDL, on a un typage fort. Donc si jamais vous vous plantez, que vous changez des choses, vous n'allez pas avoir de surprise à l'exécution. Vous allez pouvoir déjà le voir à la compile que vous avez des problèmes. C'est cross-langage. Je monte sur mon écran, ça ne va pas faire grand-chose. Cross-langage, donc il y a plus de 10 langages qui sont disponibles avec gRPC. Vous allez pouvoir faire causer tout le monde sans vous poser plus de questions. Robuste, parce qu'on voit que ça fonctionne bien. Les connexions, les déconnexions, les connexions reprennent bien. On a les messages d'erreur qu'on peut traiter qui sont explicites. Donc de ce côté-là, on est bien câblé également. Performant parce que protocole buffer et qu'on ne fait pas transiter trop de choses sur la ligne. Sécurisé. Pour info, j'ai fait un petit comparatif. J'ai pris un de nos objets spiritueux là, et je l'ai écrit dans un fichier au lieu de l'envoyer sur le tuyau. Et entre le JSON et le protocole buffer, on a quasiment un facteur 2 en termes de poids sur la ligne. Donc, ce qui s'explique parce que JSON, vous avez et les attributs et les données, alors qu'en protocole buffer, déjà, il n'y a que les données qui circulent. Donc, c'est plutôt efficace. Donc on peut faire du synchrone ou de l'asynchrone avec le streaming. Ça fonctionne très bien avec le mobile. Il y a des projets maintenant, vous rajoutez quelques petites annotations dans votre IDL et vous pouvez directement générer un proxy gRPC vers REST si vous en avez besoin. Donc c'est assez sympa si derrière vous faites du gRPC en interne et que vous voulez exposer des API REST pour l'extérieur parce que c'est quand même plus facile. Vous allez pouvoir le faire assez facilement sans avoir à recoder plein de choses, etc. Il y a des moulinettes qui existent pour ça et qui sont très bien faites. Voilà pour moi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Tu n'as pas trop parlé du type de données. Je sais que dans protocole buffer, il n'y a pas de date gérée directement. Tu veux comment quoi pour la gestion des dates? Alors, il y a tous les types élémentaires.
signé, non signé, 32, 64 bits, des booléens, donc tous les types élémentaires, vous les avez. Et quand vous voulez partir sur des types un peu plus évolués, soit il y a Google qui a créé une surcouche, en fait, un jeu de type élémentaire gRPC que vous allez pouvoir utiliser. C'est ce que je montrais dans mon exemple ici. Vous allez pouvoir importer google.protobuf.timestamp, par exemple. Et donc, dans timestamp, on définit par exemple un timestamp, et il y en a d'autres types qui pourraient être intéressants. Et ensuite, pour l'importer, c'est comme pour le reste. Vous pouvez mettre le type et ensuite l'attribut avec son nom et son numéro. Donc, tu peux créer aussi, toi, tes propres librairies de type élémentaire relatives à ton métier, et tu vas pouvoir les utiliser là-dedans, quoi. Pour un complément de question, mais là, tu as un type particulier, Google Protobuf Timestamp, mais si ensuite tu as un ORM équivalent pour stocker dans ta base de données, ça se passe bien, ou bien il faut caster en time de Go. Alors, quand il va le compiler, ce truc-là, quand il va le compiler, si je ne dis pas de bêtises, on peut le tenter. Quand il va le compiler, il va le transformer dans un type qui va bien côté Go. Il va le compiler dans quelque chose qui va bien côté Go. Et donc si je régénère... Bon, ok. Ah, je me suis planté. Oui, le 10 est déjà utilisé. Ben, on va utiliser le 25. Ah bah oui, il y a déjà une bootleg Nate ici. Bah, du coup, les messages d'erreur, vous le voyez, sont assez explicites et vous êtes bien... voilà. Et donc, du coup, ici, j'ai mon objet et dans la structure de mon objet, Spirit, j'ai une bootleg date qui est un type Google Protobuf.timestamp. Et ce type Google Protocol, il a une partie en seconde et une partie en nanoseconde, par exemple. Et après, tu as toutes les méthodes utilitaires pour récupérer le temps en nano, etc., etc. Donc tu peux rajouter tes types, tu auras tes méthodes, tes accesseurs pour ces types-là. Voilà. Une autre question? Ouais. En fait, quand je compile l'IDL, ça gère le partie client et la partie serveur. Ouais. Et la partie serveur, en termes de threading, comment ça marche? Quand tu as une connexion, tu as un thread. Alors, en Go, c'est géré avec des Go routines. Alors, on pourrait en discuter pas mal. On peut mettre des options pour dire combien je vais allouer de threads au maximum. Donc, on peut faire du tuning. Donc, lui, en fait, il va s'allouer un pool de connexions ou un pool de Go routines qui vont pouvoir répondre aux connexions clientes. Et donc, on peut limiter la taille maximum du body d'une requête. On peut limiter le nombre de threads qu'on veut allouer à gRPC. Donc, on a quand même la main là-dessus, en fait. D'autres questions? Oui. J'ai bien aimé au début, tu rappelais un peu l'historique avec Corba, WSDL, SOP, etc. Avec REST, on était passé dans un mode où on définissait pas les côté client et côté serveur, les formats. Ouais. Avec ça, on revient quelques années en arrière, finalement, où le client et le serveur ont tous les deux besoin de connaître le contrat d'interface pour pouvoir fonctionner. Est-ce que tu as un retour à l'usage sur des architectures microservices? Est-ce que tu vois ça plutôt comme un avantage, comme un inconvénient? Dans quel type d'application c'est plus adapté de définir le protocole? Typiquement, en interne, quand tu es sur ton système, ça t'apporte des contraintes fortes et du respect de contrat. Donc, si quelqu'un va casser quelque chose, tu vas le savoir très vite parce que ça ne se compilera plus. Donc, il y a quand même un avantage de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que quand c'est du public, c'est un peu plus gênant. Google le fait, par exemple, sur ses API de text-to-speech. Et sur pas mal d'autres aussi, des API de machine learning. Ils fournissent soit de l'API REST classique, soit ça, parce qu'en fait, c'est optimisé sur la ligne. Et par exemple, du text-to-speech, vos Google Home, etc., quand elles doivent causer, elles doivent envoyer des flux de paroles en continu, recevoir des réponses en même temps, etc. Et donc, pour ces cas d'usage-là, c'est intéressant. Pour faire des batchs entre des microservices qui devraient se causer pour faire de la synchronisation, des choses comme ça, c'est aussi intéressant parce que tu as de la communication bidirectionnelle et tu peux envoyer des gros flots de données, faire du retry, faire pas mal de choses. Donc c'est vraiment dans ces cas d'utilisation-là que c'est intéressant de faire du gRPC. Mais c'est sûr que c'est plus facile de le gérer à domicile sur des microservices que toi tu gères que de commencer à l'ouvrir à l'extérieur. D'autres questions ?
Bon, bah, je vous remercie. On se fait un petit selfie, speaker selfie. Allez, yo! Merci à vous!